Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour conclure la saison 2034-2035. Nous avions énormément d'avance au classement, on était parfaitement engagés en Coupe de France et on était également barragiste pour la Ligue des Champions. Aujourd'hui, on va faire le petit résumé global de toutes les compétitions et voir si Concarneau a encore une fois brillé sur toutes les scènes possibles. Merci à tous ceux qui vont s'abonner, commenter et liker les vidéos. Vous participez activement au développement de la chaîne et pour ça, je vous dis un énorme merci. On va commencer par le parcours en Coupe de France et pour la deuxième année consécutive, on arrive à remporter encore une fois ce trophée. Contre l'équipe de Caen à l'extérieur, victoire 3 buts à 1. Comme je l'avais annoncé dans la vidéo précédente, nous avions fait tourner pour faire jouer un maximum de jeunes joueurs et apporter de la rotation et du sang neuf à l'effectif. Les joueurs ont parfaitement répondu présent et au stade Michel Dornano, très belle victoire sur le score de 3 buts à 1. Ensuite, on a commencé à affronter des équipes plutôt plus compliquées, avec notamment l'AS Monaco en quart de finale. Les Monégasques n'ont pas eu la balle du match. Nous, on a été extrêmement dominateurs. On a été très bon dans l'impact, dans l'agressivité. On a imposé tout de suite un style de jeu qui nous est propre, à savoir du pressing extrêmement intense et des transitions très rapides vers l'avant. Et on a clairement éclaté cette équipe de Monaco. Victoire 4 buts à 0. Un doublé pour Raphaël Reis et un doublé pour notre attaquant sud-africain Maléfane. En demi-finale, on a affronté certainement la plus grosse équipe de la compétition, le Paris Saint-Germain, et une très belle victoire 2 buts à 0. C'est notre petite pépite Rasmus Strotsen qui vient marquer le premier but de la rencontre. Le jeune joueur danois hérite d'un ballon mal dégagé et envoie un véritable missile sous la barre de Garcia. L'effectif du PSG est clairement vieillissant et on prend forcément l'avantage. Victoire 2 buts à 0, très beau but de Cardozo pour le 2-0. Nous affrontions en finale une équipe plutôt surprise, le club de Strasbourg, et au Stade de France devant 75 000 spectateurs et 44 000 supporters de Concarneau. On a remporté un titre absolument historique, une victoire magnifique, 7 buts à 0. Les buts ont été marqués par Selimi, Cardozo, Jérémy Janssen, Loris Billy, Nicolas Stojikovic et Rasmus Strotsen. Encore une fois, les Strasbourgeois n'ont clairement pas vu le jour et ont clairement été largement dominés. On finit avec 5 d'XG, 56% de possession de balle et on remporte là encore un très beau trophée pour le club. Au niveau du championnat, nous avions 14 points d'avance sur le Paris Saint-Germain. Il fallait donc pouvoir faire tourner de façon intelligente pour assurer toujours l'écart entre les deux clubs, mais aussi permettre à des joueurs de progresser et de gagner du temps de jeu en équipe première. Contre l'équipe de Bordeaux pour ce mois de février, déplacement au Matmut Atlantique, victoire 5 buts à 2, bien emmené par un Nicolas Stojikovic qui a été parfaitement inspiré. On s'impose 5-2, 3-0 à la mi-temps, 5-22 d'XG, 63% de possession. Encore une fois, la tactique a été véritablement un enfer pour les joueurs bordelais qui n'ont malheureusement pas trouvé la moindre solution dans notre composition. Derrière, match nul à la maison contre Lyon, match nul 1 but partout. C'est Ryan Cherki qui est toujours du côté lyonnais qui a inscrit le but égalisateur. Contre Strasbourg à l'extérieur, à la Méno, match nul 3 buts partout. J'avais pourtant un petit peu l'impression qu'on allait répéter le scénario de l'an passé avec un enchaînement de matchs nuls. La fatigue commence tout doucement à s'installer. Il est bon de pouvoir faire rentrer des joueurs régulièrement pour pouvoir reposer les différents organismes. Et pour finir, ce mois de février, contre Metz à la maison, victoire 3 buts à 0, des buts de Raphaël Reis et d'Evandro qui s'offre là un de ses premiers doublés sous le maillot breton. On enchaîne sur le mois de mars avec une victoire 3 buts à 0 contre le Stade Rennais. Désiré Doué et Ano Kelimoedo font toujours partie de l'effectif quasiment 10 ans après. Ils ont forcément vieilli et du coup l'effectif rennais qui manque clairement un peu de jeunesse a subi la loi de Concarneau avec notamment un premier but de Maléfane. Derrière, on a Amon qui va parfaitement remettre en retrait pour Evandro qui va passer pour Tejera qui va tirer. La balle va revenir pour Stojikovic qui va frapper très fort et bombe est battue. Malheureusement, le gardien avec son numéro 001 derrière n'a pas réussi à intercepter la balle. Et en fin de rencontre, Selimi va déborder sur le flanc gauche, il va ensuite centrer très haut au deuxième poteau. Et encore une fois, la tête piquée du Serbe permet de mener 3-0. C'était un match jamais facile à négocier contre l'équipe du Rocher, les Monégasques
prennent une véritable correction 6 buts à 0. Maléfan, Stojićković, Rafael Reis et Selimi sont véritablement les acteurs les plus marquants de la rencontre. Rafael Reis finit encore une fois homme du match avec 2 buts et une passe clé. Le petit milieu de terrain portugais s'impose véritablement comme le numéro 10 et clairement le maestro de cette équipe. En tout cas, ça fait du bien de prendre des points contre une équipe qui clairement a une très très bonne réputation en Ligue 1. Derrière, contre Lorient, petit coup d'arrêt, match nul, 3 buts partout. On a pourtant réalisé un match solide, mais les Merlus ont égalisé en toute fin de rencontre à la 93e minute de jeu. But de Juan José Barba en toute fin de rencontre. Et pour conclure ce mois de mars contre le Racing Club de Lens, les 100 York s'étaient déplacés avec énormément d'ambition en termes de jeu. Ils ont aligné un 3-5-2 plutôt défensif, ce qui a permis de bien réussir à museler mon équipe dans le premier quart d'heure. Mais une fois qu'on a réussi à trouver la faille grâce à Rasmus Strotsen, les joueurs ont ensuite déroulé et on a assisté au premier triplé de Jérémy Janssen avec un but à la 50e, 51e et à la 80e minute de jeu. Contre le PSG, on tient là notre deuxième défaite de la saison. Les joueurs de Xabi Alonso ont tout simplement été largement meilleurs que nous, bien emmenés par un Sacha Soucek qui a été absolument incroyable. Il a participé à de très nombreuses occasions, très actif également en termes de déplacement. Il a été un véritable poison et nos joueurs clairement ont été un petit peu en dessous. Peut-être que le titre qui était déjà quasiment acquis a laissé à nos joueurs l'envie de se relâcher et de faire preuve un petit peu moins d'humilité. En tout cas, c'était une excellente piqûre de rappel, de façon à rappeler à nos joueurs que dans le football, rien n'est jamais acquis, que tous les matchs doivent être disputés de la même façon. En tout cas, défaite contre le PSG qui est amplement méritée. Contre Lille, on enchaîne parfaitement, victoire 3-1. Rafael Reis, Stojićković et Maléfan sont les buteurs du côté de Concarneau et Lamartine Passos a marqué un but du côté des Lillois. Les Lillois qui ne se sont créés dans ce match uniquement une seule occasion, un tir cadré et un but, réalisme absolument incroyable pour les joueurs du nord de la France. Contre Auxerre à l'extérieur, victoire 1-0. But encore une fois de Nicolas Stojićković, décidément il est absolument partout. Et pour conclure ce mois d'avril, contre Toulouse, victoire 3-0. En termes de possession, nos amis toulousains qui avaient réalisé un match plutôt intéressant contre nous lors de la première phase ont toujours gardé la même philosophie de jeu, à savoir garder la balle et créer du jeu. Malheureusement pour nous, on est tellement fort en transition que derrière, ils sont punis dès qu'on récupère la balle. 22 tirs, 9 cadrés. Les Toulousains, malgré une possession absolument stérile, c'est le néant en termes d'occasion, aucun tir dans ce match, et clairement, ils n'ont eu aucune occasion franche. Dominer n'est clairement pas gagné, la preuve avec cette rencontre contre Toulouse. Pour conclure la fin de saison, nous avons joué au stade Vélodrome contre l'OM qui réalisait un match quasi parfait. Les Marseillais auraient normalement clairement dû remporter la rencontre. 17 tirs pour eux, 10 cadrés, uniquement un but de marqué. Notre gardien, Branimir Lijepojević, a été absolument brillant et resplendissant dans les buts. Il finit d'ailleurs homme du match avec une très belle note de 7,5. Quant à nous, on a également eu de très nombreuses occasions. Malheureusement, on a manqué de réalisme. En tout cas, dans la rencontre, les Marseillais auraient clairement dû s'imposer. Et on finit l'exercice avec une victoire contre 3-1, une victoire contre les Havrais, 3-0. Au classement, cette année, et pour la deuxième fois consécutive, on s'offre un nouveau doublé en championnat. On finit premier avec 88 points. On a toujours cette marge de 14 points sur les Parisiens, ce qui est excellent. Nice a su se remobiliser. Et encore une fois, les Niçois finissent sur le podium de la Ligue 1. En termes de stats pour la Ligue 1, le meilleur buteur, c'est Jovan Živković, le serial buteur autrichien pour les Aiglons qui finit avec 21 réalisations. Et derrière, on retrouve Evan Ferguson, le buteur irlandais du PSG, avec 20 buts. Du côté de nos buteurs, on a Nicolas Stojićković qui finit à une belle 5e place avec 17 buts marqués, ce qui est plutôt pas mal pour un joueur qui évolue sur un poste d'ailier. Et on retrouve ensuite Rafael Reis et Maléfan avec à eux deux 13 et 12 buts. Du côté des passes D, par contre, là, il n'y a absolument aucun suspense. Stojićković a encore fait une saison absolument remarquable. À 23 ans, il inscrit encore 12 passes D à son palmarès, ce qui fait de lui tout simplement le meilleur passeur du championnat français. On va donc maintenant finir cette saison avec la Ligue des Champions et on va faire un match par match pour faire durer le suspense.
Pour le premier match de barrage, on affrontait l'équipe de l'Ajax d'Amsterdam. Match nul, un but partout. Dans la rencontre, ce sont les joueurs néerlandais qui ont pourtant ouvert le score grâce à Muramed Uskovic avant que, en fin de rencontre, Jaime Tejera prouve qu'il est encore un joueur important en inscrivant le but égalisateur à la 91e minute de jeu. Clairement, les joueurs hollandais n'ont pas démérité et auraient peut-être dû sortir un meilleur résultat, mais nos joueurs ont fait preuve de caractère pour pouvoir, dans la rencontre, revenir en fin de match et espérer obtenir un excellent et peut-être bon résultat pour le match retour qui aura lieu à la maison. Pour le match retour à la maison, il n'y a eu absolument aucun suspense. Les joueurs néerlandais qui avaient pourtant espoir de nous faire trembler n'ont malheureusement pas vibré longtemps. Nicolas Stojićković a inscrit un but peu après le quart d'heure de jeu. Et quand on voit les performances collectives et les performances individuelles de nos joueurs, ça prouve bien qu'on a eu raison de la tactique de l'entraîneur des Pays-Bas. On a été absolument brillant, emmené encore une fois par un Nicolas absolument incroyable et en feu sur son côté gauche. On se qualifie du coup pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Pour ce huitième de finale de Ligue des Champions, on recevait l'équipe de Barcelone. C'est vrai que j'ai toujours une préférence pour jouer les matchs retour à la maison. C'est toujours plus intéressant. Mais là, en l'occurrence, on a eu peu de chance au niveau du tirage. On s'impose 1-0, un but de Maléfan. C'est Evandro qui trouve parfaitement son côté Stojićković, qui va lancer en profondeur Maléfan et qui va venir crucifier le gardien barcelonais. Pour le match retour, les joueurs barcelonais ont fait preuve clairement d'une hausse d'ambition et d'agressivité dans les débats. Malheureusement pour eux, ça n'a pas suffi. Concarneau a été encore une fois redoutable. Malheureusement, nous n'avons pas eu la possession, 62% pour les joueurs barcelonais, 15 tirs pour eux, uniquement 2 cadrés. Nous, derrière, on a joué un football de transition très rapide vers l'avant, 14 tirs, 11 cadrés. Et le pauvre gardien Martin Lecam a subi les foudres de Nicolas Stojićković qui s'est marqué tout seul un magnifique doublé, ce qui nous permet, eh bien, pour encore une année consécutive, de découvrir les quarts de finale de la Ligue des Champions. Pour les quarts de finale, nous affrontions l'équipe des Blues. Chelsea se déplaçait en Bretagne, une victoire 3-0. Il y avait déjà 2-0 à la mi-temps, mais les débats, clairement, ont été largement en notre faveur. Les joueurs de Chelsea qui ont pourtant essayé d'imposer un rythme avec beaucoup de courses à haute intensité, ont subi la foudre avec ce premier but de Maléfan dès la 10e minute de jeu. Sur un coup franc de Raphaël Reis, très bien tiré, le gardien ne peut reprendre la balle et c'est Jérémy Hansen qui vient mettre la balle dans les filets. Et en fin de rencontre, sur un corner de Carlos, c'est Raphaël Reis qui vient passer pour Evandro qui va relayer à Stojićković qui frappe dans une forêt de jambes. Victoire 3-0. Pour le match retour, il ne fallait pas trembler et notre gardien Branimir Liepojević s'est transformé en véritable muraille. Une fois de plus, il remporte le trophée d'homme du match. Pourtant, les joueurs de Chelsea ont eu de très nombreuses occasions. Ils auraient pourtant mérité de remporter cette rencontre. 16 tirs pour eux, 5 cadrés, 1,50 d'XG. Les joueurs de Chelsea ont eu un visage totalement différent de la rencontre précédente. Heureusement pour nous, on est tombé sur une équipe de Chelsea qui a fait preuve d'une très très grande fragilité offensive avec clairement des occasions qui n'auraient pas dû manquer. En tout cas, tant mieux pour nous, on se qualifie tout de suite pour les demi-finales de la Ligue des Champions. En demi-finale, on affronte une équipe un peu surprise, l'équipe de Newcastle qui a réussi à se défaire de très très grosses écuries dans leur parcours. Heureusement pour nous, on a réussi à réagir parfaitement. On a pris un but dès l'entame de la rencontre et je me suis dit, oulala, les problèmes arrivent. Le but de Zelito Souza a été véritablement un tremblement de terre. Les joueurs, par contre, ne se sont pas démobilisés et on a réussi à marquer ensuite 2 buts grâce à Maléfan et Raphaël Reis. On est donc en position plutôt intéressante pour le match retour. Un match retour plein de rebondissements. Vous allez voir que le scénario est absolument incroyable. Sur ce premier coup franc de Florian Wirtz, c'est Gluck qui vient crucifier Branimir Liepojević pour revenir sur l'ensemble des rencontres à un score de 2 partout. Ensuite, on a André qui va combiner astucieusement avec Slobovsky pour Bois qui va frapper dans la lucarne opposée. Là, on perd déjà 2-0 au bout d'une demi-heure de jeu. Et je me dis que mon équipe est clairement en train de passer à travers. Le joueur Souza va ensuite combiner parfaitement avec Bois qui va venir s'inscrire un doublé sur une frappe quasiment conforme au niveau du 3-0. Et juste après la mi-temps, après
que les vestiaires aient tremblé. J'ai vraiment secoué les joueurs. On va réussir à revenir de la rencontre. François Romer passe pour Stojkovic qui inscrit un but salvateur et qui va redonner de l'énergie aux joueurs. On va ensuite revenir. Mais les joueurs de Newcastle vont remettre le pied sur l'accélérateur et vont repasser devant grâce à Gluck qui va encore une fois frapper très fort et c'est un but contre son camp de Loris Billy. Et en fin de rencontre, on va réussir à revenir au score à la 75e minute de jeu. Très très bon débordement de Caicedo qui va venir centrer fort pour Stojkovic. On était maintenant à un but de revenir dans la rencontre et au score. Et on va égaliser à la 95e minute de jeu sur un corner. C'est Loris Billy qui vient placer une tête piquée pour nous permettre d'arracher les prolongations. Et on va ensuite remporter ce match à la 108e minute de jeu. Carlos Varela centre parfaitement pour Cardozo qui vient crucifier le gardien Mamarjvili. Victoire 6-5 sur l'ensemble des deux matchs. Mais mon Dieu, que ce fut compliqué. Nous sommes donc en retour de la finale de la LDC et on va affronter l'ogre munichois. Une rencontre plutôt équilibrée. Les munichois ont clairement eu une très très grande partie de la possession de la balle. Malheureusement pour eux, Arda Güler, Alphonso Davies, Pascal Clemens n'ont pas réussi à s'imposer physiquement au sein de la défense du Concarneau. Javier Fernandez inscrit donc un très beau centre en retrait pour Tejera qui va frapper fort dans le petit filet et ça fait 1-0 pour les Bretons pour leur deuxième finale consécutive. On va ensuite marquer un deuxième but sur Caicedo qui va accélérer fort et passer pour Cardozo qui va rentrer dans la surface, tirer et le gardien Kobel se trouve complètement sur cette frappe de l'ailier portugais. Les Munichois vont réduire le score grâce à Moussiala qui va hériter d'un très bon corner. Arda Güler qui remet dans l'axe du terrain pour Clemens qui marque le but du 2-1. Et en fin de rencontre, on va véritablement accélérer avec Cardozo qui va centrer à la terre. La défense a énormément de mal à se dégager. Raphaël Reis marque et conclut le but d'une petite frappe au ras du premier poteau. Et à la 88e minute de jeu, le festival est total pour le 4-1. Tejera balance parfaitement pour Godou Diallo, le contrôle de la poitrine, la frappe enchaînée et nouvelle victoire en Ligue des Champions. Cette année aura encore été une excellente année pour Concarneau. Malgré la défaite en Trophée des Champions et la défaite en Super Coupe d'Europe, on s'est parfaitement repris pour s'imposer en Coupe de France, en championnat, mais également en Ligue des Champions. On fait maintenant un petit point sur les différentes performances individuelles. Le meilleur joueur du club, bien entendu, c'est Nicolas Stojkovic avec une carte absolument parfaite. Joueur très complet, réputation mondiale. Un joueur qui est capable de marquer, de faire des passes D. Avec cette année, 30 buts marqués et 23 passes décisives délivrées sur l'intégralité de toutes les compétitions. Derrière, on retrouve en buteur avec 22 buts Raphaël Reis. Pourtant, ce n'est pas sa fonction première. Mais le petit milieu portugais est clairement l'un des joueurs les plus décisifs de mon équipe. Notre buteur sud-africain, Malefan, lui encore fait preuve d'une très bonne régularité, 19 buts marqués, aucune passe D. C'est clairement un excellent finisseur. Comme vous le savez, j'ai énormément de qualité au niveau de ma ligne d'attaque et je vais vous demander de faire un choix, de choisir quel joueur je vais devoir aligner l'an prochain au sein de ma ligne d'attaque. Au niveau des possibilités, le premier choix, c'est Jérémy Janssen, un jeune joueur belge qui a un potentiel clairement, je pense, à 5 étoiles. Joueur avec un profil plutôt type attaquant complet, attaquant de soutien, capable de marquer des buts, mais également de créer des occasions. Il est, à mon sens, un excellent joueur d'espoir. Ensuite, je vais retrouver dans ma ligne d'attaque, bien sûr, notre cher ami Malefan, joueur sud-africain de 20 ans, joueur vedette qui a une réputation continentale, joueur qui est plutôt rapide, mais qui clairement pêche encore un peu dans la finition. C'est pas vraiment un tueur, c'est aussi un profil un peu atypique, un peu hybride, mais un joueur qui reste très intéressant. Et enfin, clairement, le coup de cœur que j'ai dans mon équipe, c'est Godwin Diallo, un joueur ghanéen qui, pour l'instant, en termes de niveau, est un peu en retrait des deux autres, mais c'est clairement l'attaquant avancé parfait, l'accélération, la vitesse à 18, l'appel de balle à 17, la finition à 17, le sang-froid, la décision et l'anticipation font de lui clairement un buteur absolument incroyable. Si vous avez une préférence pour les buteurs, n'hésitez pas à me faire part en commentaire. J'essaierai de faire au mieux l'année prochaine afin de pouvoir respecter vos choix et vos directives. Et pour finir, on fait un petit point sur la promotion des jeunes que j'ai eu pour cette année. J'ai eu Jorge Silva, un très jeune ailier qui a déjà une carte très intéressante à seulement 15 ans.
joueur espagnol, assez ambitieux. Il court déjà très vite, très bon dans les centres, les passes. À mon avis, c'est un joueur parfait pour avoir un rôle d'ailier ou d'ailier de soutien. En tout cas, je vais suivre sa progression avec énormément d'intérêt. Ensuite, on retrouve un buteur, Julien Bonnefoy, attaquant avancé. Pour l'instant, il manque clairement de physique, mais rappelons-le, il n'a que 15 ans. Par contre, il a déjà 13 en finition, 13 en dribble, 15 en contrôle de balle, 15 en technique. À mon avis, lui, on est sur un très très haut niveau. Et je pense que dès ses 16 ans, je vais commencer tout doucement à l'intégrer à l'équipe première. Et pour finir, on a du coup Younes Joly, arrière latéral, plutôt un profil défensif, plutôt très bon mentalement, techniquement ça demande encore un petit peu à se développer, potentiel peut-être jusqu'à 4 étoiles, en tout cas il a un niveau plutôt sympa pour 15 ans, on va laisser tout doucement se développer et je pense qu'on pourra être amené à le voir dans les années à venir. La vidéo est maintenant terminée. Bien sûr, comme d'habitude, vous retrouverez en lien, en commentaire, le lien vers mon Discord où vous allez pouvoir partager, raconter vos différentes carrières de manager. Également le lien qui vous amènera directement sur ma page Twitch. Merci également à tous ceux qui vont s'abonner, commenter, liker. C'est hyper important pour la visibilité et le référencement de la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à ciao les coachs.